Gaël Musquet. Vous vous définissez comme un hacker éthique et vous dédiez vos travaux à deux principaux domaines, la prévention des CatNat, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, et les enjeux de la cybersécurité. Aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt parler CatNat. Vous le savez, une partie du public est à distance aussi. Il y aura peut-être des questions de la salle. Ceux qui sont là auront la chance de poser des questions. Mais moi, je vais vous laisser, dans un premier temps, répondre à une question très large. Comment est-ce que, pour vous, le citoyen peut être pris en compte, doit être pris en compte dans la prévention des risques? Alors, merci déjà de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer un peu les 10 dernières années de ma vie. Je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'écologie. J'ai eu le plaisir aussi de travailler au cœur de la région Île-de-France dans l'agence régionale numérique, l'ancienne agence numérique qui s'appelait la Fonderie. Et donc, c'est un honneur parce que j'habite aussi au bord de la Seine à Vernon, où je suis dans la majorité municipale, en fait, de pouvoir exprimer un peu aussi comment ces 10 dernières années ont vu le citoyen de plus en plus être au cœur, en fait, de sa propre survie, de sa propre aussi culture du risque. Et pour pouvoir parler de ce citoyen, je vais un peu faire un saut en arrière de 120 ans. Parler de la plus grosse catastrophe naturelle qu'a connue la France en 1902, c'était il y a 120 ans. L'éruption de la montagne Pelée, c'est à date encore la plus grosse catastrophe naturelle qu'a connue la France, avec plus de 30 000 morts. Et à l'époque déjà, certains citoyens, sentant que ce volcan allait entrer en éruption, même si certains scientifiques, on avait une connaissance un peu moins fine évidemment qu'aujourd'hui de ces phénomènes volcaniques, mais certains citoyens déjà avaient pris la route pour quitter Saint-Pierre, qui était la capitale vraiment au niveau de la Caraïbe. C'était le petit Paris de la Caraïbe, Saint-Pierre. Il faut imaginer cette ville en pleine ébullition économique, mais aussi politique, en pleine campagne pour les législatives. Et certains citoyens déjà, parce que les animaux étaient partis, parce qu'il y avait déjà eu des signes avant-coureurs, parce qu'il y avait eu des inondations et des lahares, avaient décidé de quitter cette capitale caribéenne pour rejoindre le sud de la Martinique et avoir la vie sauve. Déjà à l'époque, certaines personnes et certains élus raillaient ces citoyens et pensaient qu'il n'était pas opportun d'évacuer Saint-Pierre. Et on connaît le résultat, même s'il est plus facile aujourd'hui de refaire cette histoire. Mais dans la nuit au matin du 8 mai 1902, cette éruption paroxysmique a entraîné énormément de décès. Je parle souvent de cet épisode parce qu'on a à la fois un rôle politique, un rôle scientifique, mais aussi des citoyens qui ont été victimes de cette catastrophe dramatique. Mais on parle beaucoup moins d'un homme, de Gustave Ferrier, qui pour moi est un des premiers hackers qui à l'époque a expérimenté pour l'armée française une technologie, c'est un peu la 5G de l'époque, la TSF, la télégraphie sans fil, pour pouvoir rétablir les communications entre la Martinique et la Guadeloupe. Et c'est le premier usage de la radio en situation de crise. Et cette expérimentation, cette technologie qui n'était certes peut-être pas mûre, puisqu'on ne pensait pas encore à l'époque que les ondes radio pouvaient contourner le relief, a permis de compenser la chute d'une infrastructure de télécommunication entre la Guadeloupe et la Martinique et ainsi pouvoir porter assistance à ces populations qui étaient en détresse. Revenu à Paris en 1903, Gustave Ferrier pose ses émetteurs sur la Tour Eiffel. Et ces travaux, en association avec Gustave Eiffel, ont sauvé la Tour Eiffel en 1909 et la Tour Eiffel est devenue un des symboles les plus puissants de la France et n'a pas été démontée parce que les émetteurs radio qui étaient sur la Tour Eiffel, qui pour certains, cette Tour Eiffel est encore stratégique en matière de diffusion, d'alerte pour les populations, de programmes radiodiffusés, télédiffusés et des réseaux de télécommunications. Cette Tour Eiffel est devenue le principal moyen de transmission du temps. Et cette transmission du temps, avec toute l'explosion des technologies spatiales, a permis d'avoir la société moderne dont nous disposons aujourd'hui et de prévenir tout un tas de catastrophes naturelles qui pourraient survenir sur le territoire qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le pourtour, les berges de la Seine et la Seine en elle-même. Je raconte cette histoire parce que les technologies dont nous disposons aujourd'hui en tant que citoyens nous permettent à la fois d'observer un certain nombre de phénomènes sur la Seine et
Ayant été moi-même témoin d'un ouragan et victime d'un ouragan en 1989 en Guadeloupe, ayant vu aussi les conséquences du séisme en Haïti en 2010, puis Irma, l'ouragan Irma en 2017 à Saint-Martin, ces 10 dernières années m'ont montré à quel point les citoyens avaient un rôle à jouer dans la prévention. C'est l'UNESCO, dès 2010, qui m'a remis un cahier d'exercices, fin 2010, qui s'appelle Caribwave. Cet exercice, c'est l'un des plus grands exercices qui réunit plusieurs centaines de milliers de personnes. La prochaine édition se tiendra dans la Caraïbe, au cœur de 47 États et territoires, entre Miami et Caracas. Imaginez plus de 600 000 personnes qui vont évacuer, ils vont jouer leur propre rôle, ces citoyens. Ils vont évacuer leurs maisons, ils vont évacuer leurs écoles, ils vont évacuer leurs entreprises, ils vont évacuer des hôtels, ils vont évacuer des navires de croisière pour pouvoir faire comme s'il y avait eu un tsunami. Et cet exercice est basé sur des événements historiques. On comprend sur ces scénarios avec l'UNESCO qui pilote ces exercices, des tsunamis historiques, des séismes ou des volcans ou des glissements de terrain sous-marins qui se sont produits par le passé, qui se reproduiront, ça c'est certain, et dont on estime, si on n'était pas prêt, qu'il pourrait faire plus de 500 000 victimes dans la Caraïbe. Cet exercice, je l'ai fait pour la première fois, vous m'entendez? Oui, pour la première fois en 2015, en Guadeloupe, dans mon île natale, avec des volontaires technologiques, comme on les appelle. Ce sont des radioamateurs, ce sont des personnes de la sécurité civile, ce sont des développeurs, ce sont des journalistes aussi qui nous ont accompagnés pour pouvoir vulgariser et témoigner un peu de ces actions de prévention hantées avant la crise, parce que souvent la prévention est le parent pauvre, malheureusement, de la gestion de crise, et de voir comment, au large de la Guadeloupe, sur une autre île qui s'appelle la Désirade, comment en situation de double insularité, des citoyens pourraient se reconnecter, pourraient porter assistance entre les îles, pourrait mettre en place des moyens techniques, scientifiques, mais aussi de l'eau, de la nourriture pour pouvoir faire face à un tsunami qui pourrait toucher et impacter le territoire. 2016, oui. Quand on vous écoute, on a l'impression que la vallée de la Seine n'est pas très en avance. Alors, vous qui habitez Vernon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ces exemples peuvent inspirer nos communes et collectivités ici? Bien sûr. Alors, ce que j'ai réalisé en revenant de la Guadeloupe, c'est qu'effectivement, cette culture du risque n'était pas très présente sur le continent. On est un pays riche et on attend énormément de l'État et des collectivités pour pouvoir faire face à ces catastrophes naturelles. Et vous savez, quand je suis reparti en 2016, c'était juste avant l'exercice Sequana 2016, qui précédait malheureusement la crue de 2016 qu'on a connue. On a tous été inquiets, avec des morts, avec des routes coupées, la 10 coupée, l'armée déployée dans la région de la capitale de la France à cause de la crue de la Seine. J'ai déployé exactement les mêmes procédés en matière de prévention. Là, on était après cette crue. Avec mes enfants, on a été dans des magasins de bricolage pour pouvoir tester, en tout cas prototyper des détecteurs de crues. Même si à Vernon, on a déjà, on fait partie des réseaux de Vigicru, on a déjà des capteurs, mais c'était important pour moi de transmettre à mes enfants et de transmettre aux jeunes avec qui je travaillais, et les adultes aussi, comment le hacking, au sens noble du terme, comment on pourrait utiliser des technologies numériques modernes pour pouvoir détecter et savoir qu'il se passait quelque chose de grave sur le territoire. Oui. Sur la définition du hacking, je trouve ça pas mal au sens. Qu'est-ce que vous entendez exactement par hacking? Alors, le hacker, c'est quelqu'un qui doute, qui ne fait pas confiance à un système d'information, à un système informatique. Ça, c'est la définition du Chaos Computer Club, qui est la plus grande communauté de hackers en Europe. On parle malheureusement que des mauvais hackers, donc des personnes qui ont des intentions malveillantes. Majoritairement, nous sommes bienveillants. Et la deuxième définition que j'aime bien, c'est celle de Keren El-Azari, qui est une hackeuse israélienne, qui dit que le hacker, in fine, est le système immunitaire de l'Internet. Notre rôle, c'est d'anticiper l'usage de ces réseaux de télécommunications, de ce matériel informatique, à des fins évidemment positives, bienveillantes, d'anticiper leurs défaillances. Une crue de la Seine, ce sont des réseaux de télécommunications, ce sont des réseaux électriques qui défaillent, et il faut être capable, être en capacité, mais de faire face à ces crises et de pouvoir détourner, de pouvoir contourner, de pouvoir utiliser d'autres réseaux pour pouvoir continuer à fonctionner en mode dégradé. Et installer des capteurs au bord de Seine
faire des exercices, apprendre à évacuer les bords de Seine avec des écoliers, apprendre à faire face à des avaries sur des navires qui sont parfois en capacité de transporter des matières dangereuses, les péniches. On pense beaucoup aux personnes qui sont à terre en cas de tsunami. J'ai décliné en fait ce qu'on a fait sur les tsunamis en Caraïbes, sur la Seine, en utilisant un protocole qu'on appelle l'AIS, qui est un système de télémétrie des navires, des balises qui sont sur ces péniches et qui permettent de savoir où elles sont. Et ce protocole permet aussi de dire si le navire est en danger à une avarie ou une panne moteur. L'idée, c'est évidemment de pouvoir fournir aux forces de secours, aux forces de sécurité, au SAMU, à la police, aux préfectures, des informations en temps réel de ce qui se passe sur la Seine et d'avoir une vision globale de la navigation et de savoir effectivement est-ce que des populations en bord de Seine ou des navires qui transportent des passagers pourraient être malheureusement en danger à cause de ces matières dangereuses ou à cause de cette crue de la Seine. Quand on met toutes ces compétences en commun, on crée ce qu'on appelle des VOST, des cellules virtuelles opérationnelles qui permettent aussi de mobiliser des citoyens sur les réseaux sociaux à bon escient, c'est à double tranchant, mais anticiper ce qui pourrait se passer sur ces réseaux sociaux, faire un peu ce que font les Belges. Vous savez, sur les exercices nucléaires en Belgique, les citoyens sont amenés à jouer leur propre rôle sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître surprenant, mais on demande aux citoyens de jouer leur propre rôle, ce qu'ils seraient amenés à exprimer sur ces réseaux sociaux si jamais un incident nucléaire arrivait. Et ce que ces crises qui se sont succédées, mais aussi ces exercices m'ont révélé, c'est que on a besoin de systèmes d'alerte. Alors, j'ai participé à la conception et au test du système FR Alert, qui est un système d'alerte, à partir du Cell Broadcast, qu'on a testé à Marie-Galante en Guadeloupe depuis 2016, parce que les opérateurs de téléphonie mobile et certains services de l'État n'étaient pas convaincus que cette norme qui a été créée en France en 1997 était pertinente pour pouvoir porter assistance aux populations qui étaient en danger. Et à Vernon, j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir tester sur un site Céveso-Soy-Haut, au campus de l'espace à Vernon, et pouvoir commencer à utiliser ces antennes relais pour pouvoir voir comment nos téléphones mobiles, comment nos montres connectées, comment nos tablettes, comment nos ordinateurs se comporteraient le jour où ils recevraient cette alerte cellulaire. Et donc l'Europe, fort de cette expérience, de ces retours d'expérience, a obligé tous les États membres, à partir du 21 juin 2022, donc le 21 juin dernier, en 2018, le CELEX, donc la Cour européenne a demandé, la Commission européenne a demandé à tous les États, en moins de 4 ans, de mettre en place un système d'alerte par téléphone mobile pour permettre aux citoyens d'être alertés en cas de crise. La catastrophe de Lubrizol a malheureusement affecté la ville de Rouen et ça a accéléré évidemment en France la nécessité de mettre en place ce système d'alerte. Et aujourd'hui, je peux m'exprimer en tant que parrain un peu de cette métropole qui m'a accueilli il y a 21 ans quand je suis arrivé de ma Guadeloupe natale. La ville de Rouen, la métropole de Rouen a mis au cœur de sa candidature sur la capitale européenne de la culture les sciences, les techniques, mais aussi la culture au service de la jeunesse et la gestion de crise, de la gestion des risques majeurs. C'est courageux. On peut penser que la culture peut parfois, sur ces annonces, et puis cette culture du risque qui peut paraître un peu anxiogène, mais ce que ces 10 dernières années m'ont appris, c'est une aussi des erreurs que j'ai peut-être faites ces 10 dernières années, c'est de voir à quel point la culture n'était pas antagoniste avec la gestion de crise, bien au contraire. La culture est notre meilleur allié pour la médiation scientifique et technique sur les sujets que je viens d'évoquer. Quand le Human Cost, qui est un rapport des Nations Unies, est sorti l'année dernière, je me suis rendu compte à quel point on faisait parfois fausse route sur les crises qui nous attendent. 58% des morts des 20 dernières années, entre 2000 et 2019, ne sont pas liées à la crise climatique. 58% des morts entre 2000 et 2019 sont liés à des incidents géologiques, à des volcans, à des séismes ou à des tsunamis. Et donc, parfois, quand on fait ces exercices de tsunami, ça peut paraître extrêmement froid de dire à des personnes qui vivent sur ces territoires insulaires qui sont dans un territoire à risque et qui vont mourir. Au contraire, ça a donné lieu à des labels Tsunami Ready qui sont affichés dans des hôtels. Et ces hôtels ont mis en place des stratégies pour expliquer à leurs clients sur des choses qui peuvent paraître anxiogène, que le jour où il y aura un problème, on saura prendre soin de vous. Et la culture, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de médiation. Il faut qu'on fasse feu de tout bois compte tenu de l'urgence climatique qui nous attend, en plus de ces crises géologiques aussi, de voir comment la BD,
la fiction, le cinéma, la littérature, la peinture, comment toutes ces disciplines peuvent aider les citoyens à ne pas être dans le déni, mais à accepter les risques auxquels ils sont exposés sur leur territoire et amener aussi, et je mise énormément sur la jeune génération, donc j'ai eu l'occasion de recevoir 1500 enfants à l'Observatoire de Vernon, au campus de l'Espace où j'habite, et j'ai vu à quel point, en fait, cette génération était inquiète évidemment de l'actualité, mais aussi d'un futur potentiel qu'ils n'auront pas, qu'ils n'ont pas. Et c'est important pour nous adultes, je suis moi-même père de famille, j'ai 2 enfants, 2 adolescents, important de montrer à ces enfants qu'en tant que citoyens, ils détiennent une partie de la solution, une partie aussi des outils, et il n'appartient aussi, grâce à la culture et à l'éducation, mais de leur transmettre les bons réflexes et les bonnes attitudes, comme l'a fait le Chili avec Familia Preparada, qui est une plateforme sur laquelle on va rentrer l'adresse de papa, de maman, où papa travaille, où maman travaille, où je suis à l'école, où est ma sœur, où est scolarisée ma sœur, mon grand frère, ma petite sœur. Et au final, la cellule familiale devient vraiment, au sein de l'ONEMI, qui est un peu l'agence de sécurité civile au Chili, la pierre angulaire de la stratégie de résilience citoyenne. Cette plateforme fournit ensuite une checklist aux familles que l'on peut mettre sur un réfrigérateur ou sur la porte d'entrée, qui explique en fait à la cellule familiale quels sont les réflexes à avoir, quel est le point de rencontre sur lequel on va pouvoir tous se réunir si jamais on venait à être séparés à cause de l'anéa. Je m'arrête là avec ces exemples un peu concrets que j'ai voulu vous donner et j'écoute bien entendu vos questions. Je suis à votre disposition, bien entendu. On se rend compte à vous écouter, Gaëlle, qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, dans cette sensibilisation, cette préparation. Est-ce qu'il y a des questions pour Gaëlle? J'ai quelques micros que je peux vous faire passer. Si vous vous présentez peut-être. Oui, bonjour Jordi Deléville. Vous parliez tout à l'heure de vos 2, alors je vais dire casquettes ou vos 2 hobbies. Je pense que là, le deuxième hobby qui n'était pas censé intervenir peut intervenir. Quand vous parlez de plateforme de résilience, comme on est un peu taquin en France et qu'on aime bien notre liberté individuelle, on a toujours des problèmes du partage entre la liberté individuelle et le recensement qui permet de, comme vous le dites là, de protéger. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez, c'est comment à travers voilà, la loi RGPD, et c'est des choses qui datent depuis très longtemps, la CNIL est maintenant aujourd'hui un autre organisme, mais est-ce que le Chili a réfléchi à cette problématique? Est-ce qu'aujourd'hui on a des moyens de créer ce type de plateforme en France qui sont indispensables en garantissant un fonctionnement éthique? Oui, bien sûr. Et c'est à la fois l'ancien président d'OpenStreetMap France qui vous parle et le hacker, vous avez raison, on cherche toujours, quand on va intervenir au sein des collectivités ou des entreprises, vous avez la chance en Île-de-France d'avoir le campus cyber, qui est un peu le navire amiral à plutôt de ces questions, de savoir comment on va à la fois, effectivement, à quel moment, à quel endroit on met le curseur sur le respect des libertés individuelles qui sont vite mises en cause dans ces périodes de crise. Évidemment, la nécessité de protéger les infrastructures critiques, mais bien entendu aussi les citoyens. La chance que l'on a en France, c'est que nos ingénieurs, nos techniciens ont imaginé dès la fin des années 90 des protocoles qui permettent de garantir la vie privée. L'alerte cellulaire n'a pas besoin d'une liste d'adresses mail ou de numéros de téléphone pour pouvoir envoyer massivement sur l'ensemble des téléphones cette alerte. L'alerte est envoyée sur les antennes relais qui transmettent cette alerte à toutes les personnes qui y sont connectées, y compris des touristes. Et là, ça va être critique pour les Jeux Olympiques et le Mondial de rugby. Qui sont connectés à cette antenne relais. Et on peut faire la même chose sur les émetteurs de télévision et la même chose sur les émetteurs DAB+, qui est la norme numérique terrestre qui va remplacer bientôt la bande FM. Donc, vous voyez que sur tous les réseaux numériques qui sont en train d'être déployés, la 5G, le DAB+, le DVB-T2 pour la télévision, on a des technologies qui permettent à la fois d'alerter massivement, et d'ailleurs le paragraphe 2 de l'article 110 sur cette Commission européenne enjoint les États à multiplier les types d'alertes qu'elles peuvent émettre sur les différents canaux. Et il nous appartient en tant que hacker, en tant que technicien, en tant qu'ingénieur, en tant que citoyen aussi, mais de remonter de potentielles failles, de potentielles vulnérabilités qui pourraient survenir dans ces systèmes d'alerte. Mais ça nécessite qu'on le fasse avant que les crises surviennent. Et le Covid nous montre à quel point il est important que l'on réfléchisse à ces questions d'alerte, à ces questions de médiation scientifique, technique, parce que parfois les populations peuvent percevoir une solution comme une menace.
Et c'est malheureusement le citoyen qui devient, de manière parfois contre-productive, l'ennemi de sa propre sécurité, d'où l'importance en temps de paix et d'utiliser aussi la culture pour pouvoir avoir ces bons réflexes. La cybersécurité n'y échappe pas, même si je fais une toute petite parenthèse et digression par rapport à la scène. Il faut savoir qu'une catastrophe naturelle va impacter les réseaux de télécommunications parce que ces catastrophes naturelles impactent les réseaux électriques. Et si vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez pas de cyber. Vous n'avez plus d'infrastructures qui tournent, vous n'avez plus d'hôpitaux qui fonctionnent, etc. Donc, très important aussi de ne pas forcément disjoindre la cybersécurité de ces catastrophes naturelles. Et on a vu cet été des dizaines de milliers de personnes qui doivent évacuer en cas de feu de forêt ou en cas de crue de la Seine, hein, c'est pareil. Ce sont des réseaux électriques et donc forcément des réseaux de télécommunications et des réseaux informatiques qui sont mis à mal comme s'ils avaient été attaqués par une attaque cyber, d'où l'importance d'avoir cette culture du risque qui soit poreuse entre les différentes cultures que l'on peut avoir en fonction de nos divers métiers. Merci Gaëlle. Sophie, il y a une toute petite question que je peux prendre. J'ai envie en conclusion de demander quel conseil est-ce que vous donnez à un maire, à votre maire, au maire des collectivités responsables des collectivités territoriales qui nous écoutent dans la salle ou à distance. Très concrètement, qu'est-ce qu'il faut pousser, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les citoyens de la commune prennent conscience de leurs responsabilités ou de leurs possibilités d'action? Faites du porte-à-porte avec votre DICRIM. On a énormément écrit, c'est la chance qu'on a en France, hein, on a énormément écrit dans beaucoup de documents, le DICRIM, le document d'information communale des risques majeurs, le PFMS, le plan familial de mise en sûreté, les PPRI, les plans de prévention des risques inondations. On a énormément théorisé et écrit, documenté ce qu'il faudrait faire en cas de crise. Reprenez ces documents, lisez-les, faites du porte-à-porte, allez voir vos citoyens, pas uniquement au moment des élections. Je vais prendre un exemple qui est celui du Venezuela très rapidement, mais le Venezuela, l'exercice Caribe, les différents élus du Venezuela sont dans la rue avec les militaires, avec la sécurité civile. C'est vraiment l'équivalent pour eux du 14 juillet, mais sur un exercice de tsunami. Et donc, c'est très important que vous soyez sur le terrain auprès de vos administrés, avec vos services, auprès de vos citoyens en temps de paix pour pouvoir, au moment d'une fête votive, au moment de la Sainte-Barbe, avec les pompiers, avec tous ces services, au chevet de vos citoyens pour leur expliquer comment vous feriez pour faire face à une crise majeure sur votre territoire, fort de tous ces documents qui ont été écrits par vos prédécesseurs. Le meilleur DICRIM de France, c'est celui de Lyon, à mon sens, parce qu'il a été illustré par un super-héros qui s'appelle Alex, avec Alex ayant les bons réflexes. Et un enfant de 5 ans pourrait prendre ce DICRIM et le lire comme une BD. Et c'est ce que j'encourage énormément d'élus à faire, c'est à utiliser ces documents qui ont été écrits et aller les lire, aller les exposer dans les comités de quartier sur leur territoire. Merci beaucoup Gaëlle, je crois que c'était très clair. Hein. Est-ce que je peux vous demander juste le mot de la fin, ce qu'il faut absolument retenir? Utilisez vraiment tous les moments que vous avez de paix, vraiment, parce que quand l'aléa survient, malheureusement, il est trop tard et les crises qui surviennent, malheureusement, sont très anxiogènes. Donc, vraiment utiliser les fêtes, utiliser les moments de joie et de liesse que nous avons encore, la chance que nous avons encore, pour pouvoir en fait utiliser ces moments pour passer des messages de prévention et d'anticipation avant la mise en place du système d'alerte FR Alert. Merci Gaëlle Musquet. Merci à vous. Hacker éthique. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.